Donc voilà, ce travail, c'est beaucoup Laureline Leclerc qui le fait, qui est doctorante avec Frédéric et moi à l'IMBE, donc je voulais le noter. Donc, vous savez tous que le climat se réchauffe, et quand on pense réponse au changement climatique chez les organismes en général, il y a une réponse qui revient souvent, c'est la migration. Donc sur ce schéma, la courbe en bleu correspond au taux de colonisation, celle en rouge au taux d'extinction. Dans le schéma du haut, on est dans un cas d'équilibre. Et donc on voit que quand la ligne en bleu passe au-dessus de la ligne en rouge, on rentre dans l'aire de répartition de l'espèce. Et donc en gris, on a l'aire de répartition de l'espèce sur un gradient latitudinal. Si on se projette maintenant quelques années plus tard, dans le futur, quand ça s'est réchauffé, on s'attend à ce que notre espèce se soit décalée en latitude, et donc que la zone ici, où finalement maintenant le taux d'extinction est supérieur au taux de colonisation, où l'espèce se soit éteinte. Et puis on s'attend à un front de colonisation plus haut en latitude. Et en fait, il faut savoir que ces vitesses de déplacement, elles sont complètement liées à la variabilité climatique qu'on va trouver dans un paysage, a priori. Et donc sur ces cartes que vous avez ici, à gauche, vous avez une carte de variabilité climatique. Donc plus on est dans les couleurs rouges et plus on a de variabilité climatique selon les données climatiques de... donc ça c'est WorldClim, c'est 1 km². Et à droite, on a la distance à parcourir, qu'on aurait à parcourir d'ici quelques années pour retrouver un climat analogue. Et donc là, quand on est dans les couleurs en bleu, c'est des sites où on n'aurait pas besoin de se déplacer beaucoup pour retrouver un climat analogue, alors qu'en rouge, on a une faible variabilité climatique, et donc on aurait besoin de se déplacer beaucoup pour retrouver un climat analogue. Donc ça date un peu, c'est des travaux de Laurie et al. Publiés en 2009, et ça considérait uniquement la variation altitudinale, ça se trouve ici sur la côte ouest des États-Unis. Alors, oui, sauf que ça ne marche pas très bien. Ici, on a donc des cartes de répartition potentielle d'un tas d'arbres au Canada. Et donc, en bleu, sur chaque espèce, la présence attestée de l'espèce. En vert, l'endroit où les espèces auraient dû coloniser sur les cartes. Et en rose, là où elles auraient dû s'éteindre. Mais elles ne se sont pas éteintes. Et en vert, elles n'ont pas colonisé ces espaces. Donc on a ce qu'on appelle une dette d'extinction, donc c'est un mot qui est souvent repris chez nous, qui correspond en fait des lieux pour une espèce où l'espèce aurait dû s'éteindre, mais elle ne s'est pas encore éteinte. Elle devrait le faire. Et donc voilà, ça ne marche pas si on considère le climat uniquement par sa variation altitudinale. Maintenant, ces autres auteurs, eux, ont fait ce qu'on appelle de la revisitation. Donc ils ont pris tout un tas de parcelles où ils ont analysé la flore, inventorié la flore au cours des dernières décennies, et puis ils y sont retournés, ils l'ont réinventorié, et ils ont estimé ce qu'on appelle la thermophilisation, c'est-à-dire ils ont regardé les optimums climatiques des plantes qu'ils ont trouvées à un temps t, puis à un temps t plus 1, et ils ont regardé comment l'ensemble de la communauté s'était, grosso modo, comment les optimums climatiques avaient évolué. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que si on considère uniquement le macroclimat, alors ce qu'ils ont appelé macroclimat ici, c'est le climat sans considérer la forêt, on n'avait aucune corrélation entre les variations de macroclimat et les variations de thermophilisation. Par contre, si on considère le microclimat, et donc ici le climat sous la canopée forestière, là on avait une corrélation très forte. Donc il se trouve que nos plantes, elles répondent au microclimat et pas au macroclimat. Et ça, c'est quelque chose dont on entend parler depuis une dizaine d'années, qui revient souvent et qu'on commence à considérer. Donc, quand on pense microclimat, on pense souvent variation altitudinale, enfin, quand on pense climat, et également effet de la forêt. Donc là, sur cette figure, empruntée à Corner d'ailleurs, donc on voit un gradient altitudinal avec une forêt. En fait, si on zoome vraiment, on va se rendre compte que ce qui compte également sous cette forêt, ou au sein de cette montagne, ça va être les variations microclimatiques,
topographiques qu'on va trouver avec des canyons, des effets de versant, et ainsi de suite. Et donc, non. Et donc, ce qu'on a voulu savoir, nous, c'est qu'est-ce qui se passait si on allait étudier un site qui correspondait à ce schéma-là dans la nature, à quoi on s'attendait. Et ce à quoi on s'attend, c'est bien sûr une forte variabilité microclimatique, je vais définir après, une diversité des réponses écologiques le long de ces gradients, que ce soit à l'échelle des populations, des communautés ou des traits fonctionnels, et des nécessités de dispersion réduite avec une connectivité plus importante entre les patchs de population ou les individus. Et donc on a mis en place, pour répondre à toutes ces questions-là, cet observatoire bioclimatique qu'on a appelé Saint-Ops, parce qu'il fallait lui trouver un nom, qui se trouve à la Sainte-Baume. On a, grosso modo, on a fait pas mal de recherches avant, et on s'est dit, ben, qu'est-ce qui ressemble quel élément paysager particulier on va avoir autour de chez nous. On va retrouver une forte hétérogénéité topographique et forestière. Et donc, on a pensé au Pas de l'Aille à la Sainte-Baume, qui est assez particulier. Assez particulier parce que sur un espace restreint, donc ici on a 30 hectares, donc vous voyez les 70 placettes qu'on suit depuis 2021. On a à peu près 30 hectares. Et sur ces 30 hectares, on va trouver toutes les espèces qu'on a en bas. Donc des espèces plutôt typées milieu chaud, comme le genêt de l'Aubel ou Eberis saxatilis. Et puis à quelques mètres, voire même quelques dizaines de centimètres, d'autres espèces plutôt typées milieu froid, comme le lys martagon ou la rabette des Alpes. Et ça se retrouve sur les arbres aussi, puisqu'on peut avoir des parcelles avec du chêne vert à quelques mètres du hêtre. Donc ce qu'on a fait sur l'ensemble de ces placettes, c'est qu'on a enregistré le microclimat au niveau du sol. Donc on a un capteur qui enregistre toutes les 15 minutes depuis 2021. Et puis on a fait des inventaires botaniques avec le CBN, notamment à échelle emboîtée. Et donc sur l'ensemble de ces placettes, on a flore et climat depuis longtemps. Donc la première chose qu'on a explorée, c'est le microclimat, la variation microclimatique. Et donc on s'est demandé comment le climat de chacune de ces placettes diffère de la station météo la plus proche, qui est Plan d'Ops. Et là, donc on voit que tous les sites en bleu sur cette carte sont des sites où il fait plus froid qu'à Plan d'Ops, de manière générale. Ceux en rouge où il fait plus chaud, ceux en blanc où il n'y a pas de différence significative avec ce qui se passe à Plan d'Ops. La plupart sont plus froids, c'est normal. La zone d'étude est à peu près 400 mètres au-dessus de Plan d'Ops. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une mosaïque qui est assez forte, avec des sites plus chauds et des sites plus froids à quelques mètres les uns des autres. Et la raison, alors les facteurs de forçage qu'on a trouvés, ils sont deux dans ce cas-là, on en a étudié pas mal. Donc la hauteur de végétation, qui va diminuer, rafraîchir le climat, entre guillemets. Et puis l'élévation relative, c'est-à-dire comment les placettes sont encaissées dans le paysage. Si on est dans une forme de canyon, on va avoir forcément des milieux plus froids. Bon, alors ça, on s'en doutait plus ou moins. Et on a étudié un autre phénomène qu'on appelle le découplage dans la littérature du microclimat. C'est la corrélation entre le macroclimat et le microclimat. C'est-à-dire, lorsque au niveau régional, au niveau de la station météo la plus proche, on a une variation de 1 degré, qu'est-ce qui se passe sur notre placette de recherche ? Et donc on a fait ça sur l'ensemble de nos sites, ça s'appelle le découplage. Et donc là, les sites en rouge sont des sites où les variations de température sont amplifiées. Alors par exemple, pour les sites, par exemple ce site-là, où on est à 1,55, ça veut dire que quand la température varie de 1 degré à Plan d'Ops, elle varie de 1,55 degré sur ce site-là. Pour les sites en bleu, c'est l'inverse. Par exemple, les sites les plus bleus, ici, lorsque la température varie de 1 degré à Plan d'Ops, elle ne varie que de 0,3 degrés sur le site en bleu. Et donc on voit que sur un espace de 30 hectares, avec des sites très proches les uns des autres, on a une variabilité climatique et une variabilité du changement du climat, à temps court au moins, qui est considérable. Et donc là encore, on a cherché les facteurs de forçage, ils sont doubles.
Donc on a la hauteur de végétation qui revient encore, et ce coup-ci les radiations solaires. Et donc avec cet outil-là, et maintenant les données LIDAR, on peut reconstituer des cartes de climat sur l'ensemble de cette zone à l'échelle du mètre. Donc ça, c'est des outils qu'on est en train de produire et qui vont nous permettre tout un tas de recherches à venir. On s'est aussi questionné sur la réponse de la végétation à ce microclimat. Donc on a pris l'ensemble des inventaires botaniques, ici à 10 mètres carrés, et puis on a fait des modèles pour chacune des espèces qui avaient, je crois, plus de 5 observations. Et on a regardé si les espèces répondaient au découplage et comment elles y répondaient. Et donc on a trouvé que 33% des espèces allaient favoriser les milieux où les variations de température sont amplifiées. Donc c'est vraiment les espèces de crête. 48% des espèces n'ont pas de préférence. Et seulement 5% des espèces qui sont plutôt forestières vont plutôt privilégier, ou significativement privilégier les milieux où les variations de température sont atténuées. Donc voilà, ça c'est en cours, c'est un travail d'ailleurs de mes étudiants de master qui ont fait ça. Et ensuite, on a essayé de corréler les réponses des espèces au découplage à leur réponse aux températures moyennes. Et ce qu'on se rend compte, c'est, bon, on s'y attendait encore, hein, c'est que les espèces qui préfèrent les milieux froids préfèrent les milieux aux variations de température atténuées. Les espèces qui préfèrent les milieux chauds préfèrent les milieux aux variations de température amplifiées. Donc voilà où on en est côté espèces. Et puis on s'est dit, ok, c'est bien gentil les espèces, mais qu'est-ce qui se passe maintenant au sein de chaque espèce en termes de plasticité phénotypique observée plutôt côté très fonctionnel. Et donc on a regardé pour un certain nombre d'espèces, 9 qui sont là, comment chacune des espèces, comment les traits de chacune de ces espèces, les traits fonctionnels de chacune de ces espèces répondaient au microclimat. Et si ces réponses différaient systématiquement en fonction de l'origine biogéographique de l'espèce, c'est-à-dire c'était plutôt une espèce en limite nord d'aire de répartition, comme Crepis albida, Teucriomoreum ou Iberis axatilis, ou des espèces qui vont plutôt préférer les milieux froids et qui sont en limite d'aire de répartition sud, comme Hepatica nobilis, Polygonatum odoratum ou Mercurialis perennis. Donc on a pris tout un tas de traits sur ces espèces, des traits plutôt liés à la compétition, des traits plutôt liés à l'acquisition, la conservation de ressources et un trait lié à l'histoire de vie. Donc là encore, c'est un travail qui a été mené par Laureline et 3 stagiaires de M1, dont une est ici, Soline. Et ça n'a pas marché comme on voulait. Donc voilà quasi les seules réponses qu'on trouve. Donc, vous avez 3 traits morphologiques qui peuvent décrire plutôt un effet de compétition. Donc les seules réponses qu'on a, on voit pas la souris. Ouais. Bon, c'est les lignes en rouge, donc c'est les seules réponses significatives. Donc c'est pour les espèces qui trouvent leur limite sud dans la Sainte-Baume. Donc Crepis albida, Teucriomoreum et Iberis saxatilis. Et donc, ces espèces-là, en fait, deviennent plus grandes, grosso modo, dans les milieux où les variations des températures sont amplifiées, ce qui est assez logique parce que c'est des espèces qui sont à leur limite nord. Donc, au fur et à mesure que le climat se réchauffe, elles y trouvent leur place, quoi. Pour les autres types d'espèces, en fait, on ne trouve pas d'effet, ni pour les traits morphologiques, ni pour les traits type SLA, LDMC et compagnie, et ni pour les effets reproducteurs. Alors, bon, ça je vais le passer. Par contre, ce qui est bizarre, enfin ce qui est intéressant ou pas, c'est qu'on trouve tout un tas de réponses aux échelles spécifiques qu'on a complètement du mal à résumer, pour dire ce qui est. Et donc voilà, donc pas vraiment de réponse systématique pour les espèces plutôt typées milieu froid, typées milieu chaud, et ainsi de suite. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Syntops. L'idée c'est que les inventaires botaniques, ils ont maintenant 4 ans. L'idée c'est que c'est ouvert, donc n'importe qui veut travailler sur cet observatoire peut le faire. Nous,
on fait le suivi, la maintenance des capteurs climatiques. On fait un petit peu de botanique dedans, mais voilà, l'idée c'est que c'est ouvert et que quiconque a envie de travailler là-dedans peut le faire. Et j'en profite également pour remercier la région Sud qui nous suit depuis maintenant bien longtemps. Et donc qui finance ce projet, et puis l'ancien, et qui a financé une thèse également. Voilà, merci à vous. Merci Eric. Est-ce que certains ont des questions à poser à Eric? Les capteurs suivent la température ou aussi l'humidité Ouais, en fait, on avait des capteurs Lascar à la base, à 30 cm du sol, qui prenaient température toutes les heures et humidité de l'air. En fait, on s'en est fait piquer tout plein et ils tombent en panne régulièrement. Et donc, on a tout remplacé là par des capteurs Tomst qui durent 10 ans et qui craignent rien, mais qui ne prennent pas l'humidité. Et néanmoins, on en a une trentaine qui sont plantés dans le sol et donc qui prennent l'humidité du sol, mais il faut les calibrer parce que suivant le type de sol, ils ne sont pas forcément comparables, donc il y a une calibration à faire.